Bonsoir Édouard Geffray. Bonsoir. Merci d'avoir choisi France Info. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. On va dresser le bilan de la canicule à l'école avec vous, si vous le voulez bien, après cette semaine hors norme de chaleur historique. Même 13 800 établissements fermés ou avec aménagement d'horaires. 3 500 fermés, 10 000 ont aménagé leurs horaires. Déjà, ces chiffres ne sont-ils pas la preuve que l'école n'était pas prête du tout ? Je crois que l'école n'était pas... Enfin, les bâtiments auraient été publics et privés ne sont pas aujourd'hui suffisamment armés pour faire face à des canicules comme celles qu'on vient de connaître. Ça, vous le reconnaissez. Mais enfin, je crois que n'importe qui peut constater. On a tous vécu une semaine extrêmement pénible, difficile, dans les écoles, mais dans les maisons, dans les appartements, partout. La France entière a eu chaud. L'école n'y a pas échappé. On avait un mode d'emploi pour faire face, je rappelle quand même, aux vagues de chaleur, un plan d'action que j'avais fait travailler pendant tout l'hiver et qui avait été publié le 28 mai. Donc on avait un mode d'emploi. Maintenant, quand vous avez un mode d'emploi, c'est-à-dire que vous savez comment réagir. Ça ne veut pas dire que votre bâtiment est pour autant isolé contre la chaleur. On a vu les incongruités des bâtiments qui n'étaient absolument pas adaptés avec des verrières. On a entendu les parents d'élèves qui n'en pouvaient plus d'un système D avec des paradoxes, des ambiguïtés, des contradictions entre enseignants, etc. Déjà, pas de regret sur le brevet. Vous avez fait composer, monsieur le ministre, des élèves par 40 degrés. Non, pas par 40, puisque c'était le matin, madame. Donc ça, c'est important, justement. Faut faire attention. C'est vrai, mais alors on n'était pas loin dans certains départements. Non, mais ça aurait eu lieu l'après-midi, j'aurais annulé l'épreuve. Enfin, j'aurais reporté l'épreuve. C'était le matin. L'épreuve s'est passée sans incident majeur pour les plus de 800 000 élèves qui l'ont passée. Et c'était aussi important. On a des élèves qui se sont préparés toute l'année à un examen qui est un examen national. Dans la mesure du possible, on ne s'improvise pas 2 jours avant à reporter un examen national. Mais les révisions sont faites dans des conditions très compliquées. Il y a une forme d'accélérateur aussi, d'inégalité dans cette canicule. Certains élèves peuvent aller à la campagne, avec piscine, maison. D'autres sont dans des bouilloires thermiques. Et donc, je ne connais pas beaucoup d'élèves qui vont à la campagne avec piscine, d'inégalité des chances. Statistiquement. Il y a des révisions qui se font dans des conditions différentes. Toute la France a eu, d'abord, je crois, a pâti de la chaleur. On a 800 000 élèves qui ont composé. On a, je vous rappelle aussi, 700 000 qui ont passé leurs oraux, grand oral de français. Et seulement 10 000 sur 700 000 ont eu leur oral reporté en début de semaine. Et tout ça, ça a été possible, et je le dis aussi, parce que vous avez des chefs d'établissement, des professeurs, des personnels qui sont mobilisés pour faire en sorte que ça se passe dans les moins mauvaises conditions ou les meilleures conditions possibles. Bon. Vous n'allez pas demander une petite indulgence aux examinateurs ? On tient toujours compte des conditions. On tient toujours compte. Si ça peut rassurer nos élèves, mais ils le savent très bien. Leur correcteur à l'oral, quand vous voyez un élève qui lui-même a chaud et que vous-même vous avez chaud, vous en tenez compte évidemment, et c'est pareil à l'écrit. Mais c'est aussi important, c'est qu'à partir du moment où les conditions de sécurité étaient assurées, ce qui était le cas vendredi matin, c'est aussi important que nos élèves puissent, une fois encore, faire les examens nationaux pour lesquels ils sont préparés et tels qu'ils sont prévus. Il reste une semaine de cours. Tout à fait. Et il y a encore des examens. Et d'examens, tout à fait. Il y a encore qui commencent demain. Il y a des lycéens qui vont passer leurs oraux du bac et des collégiens qui vont passer l'histoire géo et la science demain et les maths mardi. Ça va se dérouler de meilleure manière ? Oui, de meilleure. On voit bien que la température a quand même beaucoup baissé ce week-end. On est maintenant sur des températures qui sont certes chaudes pour la saison, mais enfin qui ne sont pas pour le coup inédites. Et donc on retrouve un mode de fonctionnement qui n'est pas confortable, c'est clair, mais qui est beaucoup plus ordinaire. Et donc, effectivement, dès demain matin, nos élèves vont composer. Et donc, je leur souhaite bonne chance, d'ailleurs. Et la primaire, elle est obligée d'aller à l'école ? Et l'école primaire... Elle redevient obligatoire la semaine prochaine ou vous êtes tolérant ? Les écoles rouvrent dès lundi quasiment partout. Il y a quelques écoles qui... On a pour l'instant 11 écoles qui sont identifiées comme fermées demain, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas liées directement à la chaleur, mais qui sont liées soit à d'autres problèmes, soit à des pannes électriques, soit aux orages. 11 écoles sur les 45 000 qui comptent le territoire national. Et donc, normalement, demain matin, les élèves ont vocation, effectivement, à regagner les bancs de l'école. Vous savez qu'il y aura des déperditions. Il y aura forcément un peu de déperdition. Et c'est aussi c'est la dernière semaine de cours. C'est une semaine qui est importante. C'est une semaine aussi où les élèves disent au revoir à leurs professeurs. Et puis, où ils peuvent leur dire aussi merci pour tout ce qu'ils ont appris pendant l'année. Donc, ce n'est pas une semaine neutre. Ni pour l'institution, ni pour les élèves. Alors, on l'a assez dit, ces conditions, on va les connaître désormais à répétition, peut-être même d'ici au 15 juillet, mais en tout cas, dans les calendriers scolaires, dans les années qui viennent. Ce sera peut-être même, si ça se trouve, un des étés les plus frais qu'on aura connus à l'avenir.
Comment est-ce que vous comptez désormais adapter l'école à ces nouvelles conditions ? Est-ce que, par exemple, il est temps de réfléchir sur le calendrier scolaire, de l'adapter, et puis évidemment, adapter les bâtiments eux-mêmes ? Alors, il y a 3 enjeux. Il y a un premier enjeu qui est d'abord celui du calendrier des examens, puisque c'est quand même là que l'enjeu est maximal pour nos élèves. Et donc, moi, je l'ai très clairement dit, plus aucun examen n'aura lieu l'après-midi à compter de la prochaine session. Donc, en 2027, les élèves qui passent le bac et le brevet ne passeront que le matin, que ce soit les oraux ou les écrits. Les syndicats vous demandent pas d'examen avec un seuil de température. Alors, moi, je ne suis pas favorable. Pas d'examen au-delà de 30 degrés dans les classes. Honnêtement, si tout le monde se dit qu'à 30 degrés Celsius, à partir duquel on ne travaille plus, ça va objectivement devenir compliqué. Donc, c'est non. Et donc, je ne crois pas qu'il faille raisonner en termes de seuil catégorique de 30 degrés ou de 32 dans une salle. En revanche, donc, premier enjeu, c'est quand même le calendrier des examens. Ça, on est en train d'y travailler. Et donc, à la rentrée, écrit et oral le matin. Écrit et oraux le matin. Et je publierai ce calendrier à la rentrée pour que tout le monde sache dès le début à quoi s'en tenir. Ensuite, on a un enjeu d'adaptation, en tout cas d'équipement plutôt immédiat, pour faire en sorte que, y compris si à la rentrée on devait encore avoir la température élevée, un certain nombre de salles de classe dans chaque école et établissement puissent être équipées. Vous savez qu'il y a un plan avec EDF de 80 millions d'euros qui a été déclenché par Sébastien Lecornu et qui va permettre, dans l'été, aux écoles et établissements qui le souhaitent, d'avoir un soutien financier pour s'équiper. C'est à peu près jusqu'à 100 000 climatiseurs qui vont pouvoir être installés. Donc 400 euros remboursés pour chaque chef d'établissement qui en fait la demande, climatiseur. Par machine. Donc dans la limite de 10 climatiseurs ou appareils mobiles, de manière donc jusqu'à 400 euros. Combien d'établissements l'ont déjà fait ? Vous avez un chiffre ? Ça ouvre, la plateforme ouvre lundi. D'accord. Donc dès demain matin, je vais envoyer un message à tous les directeurs d'école et à tous les chefs d'établissement pour qu'ils puissent acquérir le matériel et obtenir le remboursement. Donc ça, c'est le très urgent. Et puis après, il y a la question du bâti scolaire. Le bâti scolaire, on a une petite difficulté, c'est qu'il est très dispersé. On a 60 000 établissements scolaires en France, écoles, collèges, lycées. Il appartient aux collectivités locales, il n'appartient pas à l'État. C'est aussi important de le rappeler, parce que j'ai entendu cette semaine pourquoi l'État n'a pas climatisé les bâtiments scolaires. Oui. Réponse, parce que je ne suis pas propriétaire. On a vu les querelles entre collectivités. Mais il ne faut pas se renvoyer puissances publiques. Sauf qu'ils vous disent oui, d'accord, mais l'État ne donne pas suffisamment d'argent. Parce que depuis qu'il n'y a plus la taxe d'habitation, il est vrai que pour les collectivités locales, il est plus difficile de trouver les financements. Non, mais je crois que surtout que là, il ne faut pas. Enfin, moi, je ne suis pas dans une logique, moi, c'est à dire on renvoie la balle aux voisins. On est face à un problème collectif qui va nécessiter des investissements extrêmement forts collectivement. Et donc, il faut qu'on s'organise à la fois pour simplifier les procédures. Parce qu'une collectivité qui met 6 mois, 9 mois, 1 an pour mettre en place son marché, etc., c'est long. Et puis, pour obtenir les financements qui vont à la clé. Donc, on va y travailler. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a déjà annoncé des mesures la semaine dernière. On va continuer. Mais vous voyez, c'est 3 temps. Mais sur l'objectif, monsieur le ministre, au-delà de savoir qui doit le faire et avec quel budget, est-ce qu'il faut climatiser toutes les écoles de France ? C'est ce que propose Marine Le Pen. Mais moi, si vous voulez... Moi, je ne suis pas tout tourieniste. Vous avez des gens qui, pendant des années, nous ont dit que la climatisation, c'était horrible et qu'il fallait surtout pas climatiser. Et qui maintenant nous disent c'est possible que ce soit nécessaire. Entre les côté des écologistes. Vous avez le RN qui nous dit avec moi, tout sera climatisé. Bon. Je crois qu'il faut juste rester raisonnable. Il faut climatiser là où c'est nécessaire. Isoler et rénover, ça en revanche, partout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des bâtiments qui soient isolés. En combien de temps ? Et avoir des espaces de fraîcheur à peu près dans tous les bâtiments publics à terme. Le programme de rénovation des bâtiments, des établissements scolaires, c'est le gros morceau. Vous avez un objectif qui serait vérifiable, qui serait crédible ? Alors, moi, je suis très prudent dans l'affirmation des objectifs parce que je n'aime pas mentir aux gens. Je trouve qu'on a un ordre de vérité. Donc, il faut qu'on travaille objectivement sur une capacité à faire collective, y compris en termes d'entreprises mobilisables. Parce que je pourrais vous dire 40 000 écoles dans 2 ans. Enfin, si je n'ai pas des entreprises qui vont en face, ce n'est pas la peine. Donc, on va y travailler, et notamment avec le ministre du Logement et la ministre de l'Environnement, pour voir ce qui est faisable. Moi, ce que je crois, c'est qu'en tout cas, en termes d'équipement, ce qui est faisable, c'est d'équiper très, très vite à peu près tout le monde à titre de transition. C'est-à-dire le temps de rénover. Mais rénover, ça va prendre plusieurs années. On est sur un horizon qui est forcément pluriannuel. Ça va peut-être prendre 5 ans, 6 ans. Parce que quand vous avez autant d'implantations dans un état aussi différent que celui de nos écoles aujourd'hui, sur tout le territoire, ça va forcément prendre du temps. Mais est-ce que vous comprenez cette grogne des enseignants qui montent et qui disent que les conditions de travail sont aujourd'hui inacceptables pour les enseignants comme pour les élèves et donc droit de grève ? Alors d'abord, moi je comprends de manière générale la fatigue de tout le monde. Parce que la semaine qu'on vient de passer, je crois, nous a tous fatigués. Et que ce n'est pas effectivement des conditions pour apprendre et pour enseigner. Ça, c'est une première chose. Donc oui, je comprends très bien.
2, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on ait des mesures d'équipement très rapides pour, une fois encore, soulager, si je puis dire, le temps de rénover, soulager la pression quand les températures... Que dites-vous à ceux qui voudraient faire la grève si ça se reproduit dans 15 jours? Écoutez, moi, alors d'abord, dans 15 jours, oui, il n'y a plus les d'école. écoles seront fermées, mais il y a deux systèmes différents, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le droit de retrait, c'est-à-dire que votre sécurité est mise en cause. Tout fonctionnaire, comme tout d'ailleurs salarié, a un droit de retrait. Bon. Et ensuite, le droit de grève. Les deux sont légitimes. La semaine dernière, des organisations syndicales avaient appelé à une grève là où c'était nécessaire. Il y a quelques personnes qui se sont déclarées en grève pour les examens. Il y en a 7 pour le territoire national qui l'ont fait. C'était leur droit le plus strict. Donc je respecte ça. Je pense que l'urgence, c'est surtout d'apporter des réponses. Et du côté du gouvernement, si vous voulez, nous, notre rôle, c'est d'agir sans nous agiter. Il y a plein de gens qui commentent. Nous, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Et on va évidemment travailler ça avec les organisations syndicales qui ont un certain nombre de droits, qui ont des idées aussi, et que je respecte profondément. Vous avez des garanties budgétaires? On est en train de discuter un budget important, le dernier du quinquennat, du décennat d'Emmanuel Macron, sur l'éducation nationale, sanctuarisation, hausse, après ce qui s'est passé sur la canicule? D'abord, le budget de l'éducation nationale ne contient aucune dépense sur le bâtiment, puisque tous les fonds sont des fonds qui dépendent en fait du ministère de l'écologie. Donc, pardon, mais je le dis. Vous avez raison de le préciser. C'est pas le budget de l'éducation nationale. Justement, cela dit, le fonds vert qui aide à cela, il a été plutôt diminué. Il a vu son budget diminuer par 4. Vous avez le fonds vert, vous avez les crédits du Rénov', 3 milliards d'euros de prêts à taux préférentiel aux collectivités territoriales, et vous avez ce qui a été annoncé par le Premier ministre la fin de semaine dernière, 80 millions d'euros côté EDF. 150 millions, je crois, en tout, avec les crédits qui sont mis du côté de la Banque des Territoires et de la Banque Postale aussi. Donc, il y a différents canaux, si vous voulez, financiers. Mais l'enveloppe est passée de 2 milliards à 800 millions pour le fonds vert. Donc, il a été largement raboté. Et ce fonds-là qui, justement, doit rénover les bâtiments scolaires. Pour le fonds vert, et j'ajoute, mais une fois encore, le problème, c'est qu'on a différents canaux qui permettent de financer les mêmes choses. Il y a le fonds vert, il y a du Rénov', il y a les fonds de la Banque des Territoires. Donc l'argent sera au rendez-vous? Je crois pouvoir dire que oui. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Malgré nos finances publiques. Qui est très clair. Et par ailleurs, il y a un contexte de finances publiques qui fait qu'effectivement, il faut diversifier les fonds pour pouvoir obtenir le résultat que nous souhaitons. Je voudrais qu'on évoque un fait divers. Le jeune Louis, 17 ans, lynché à mort il y a une semaine. Il y a eu un rassemblement qui s'est tenu à sa mémoire aujourd'hui. Vous avez peut-être lu les mots du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui parle d'exploitation de l'extrême droite dans cette affaire. C'est dans Le Parisien ce matin. Malgré ce qu'affirment certains, il n'y a pas de caractère raciste avéré dans ce crime, selon le procureur de la République. Vous êtes d'accord avec lui ? Cet atroce lynchage, ce guet-apens a été exploité par certains politiques? Moi, si vous voulez, la partie, j'allais dire, judiciaire, et donc à la fois les motifs et l'exploitation qui peuvent être faits par les uns et par les autres, de est-ce que le motif est raciste, pas raciste, etc. Pardon, mais je pense que les seuls qui peuvent dire la vérité, c'est les juges. Le procureur ici, a priori, ne retient aucun motif racial, et donc ceux qui l'exploitent l'exploitent à tort. Moi, ce qui me préoccupe le plus, en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est qu'un jeune a pu être lynché par d'autres jeunes. On a une famille derrière qui est par construction brisée, parce que des jeunes ont eu l'idée de lyncher à mort un autre jeune. Ça doit quand même nous interroger collectivement. Et ils ont filmé la scène. Et la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça dit justement de l'ultra-violence et de cette violence dans cette jeunesse et des moyens éventuels pour la combattre? Je crois que ça dit quelque chose qui est très important, pardon du terme un peu technique, mais c'est une forme de déréalisation de la violence. C'est-à-dire que ces jeunes passent tellement de temps sur des écrans de 30 cm² à voir des vidéos ultra-violentes qui passent comme ça, au milieu de plein d'autres choses, que finalement, la violence n'est plus, ne leur paraît plus réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gradation, si vous voulez, entre l'insulte, le coup, la violence et l'ultra-violence. Il n'y a plus de gradation. Ils passent de l'un à l'autre. Certains, heureusement pas tous, mais certains passent de l'un à l'autre, mais sans aucune barrière ou sans aucune frontière entre les différents stades. Et ça pose des questions d'abord sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'on est nombreux à militer pour qu'il soit interdit au moins de 15 ans, et la loi a été votée en ce sens. On attend le retour de la Commission européenne, mais c'est important parce qu'il y a un moment, si vous voulez, on ne peut pas biberonner les gens à des contenus effrayants, sans aucune limite, sans aucune barrière, et s'étonner ensuite du fait qu'on a ces comportements. Et puis ça veut dire aussi que d'un point de vue éducatif, il faut qu'on arrive à reconstruire collectivement un certain nombre de barrières en sanctionnant dès le départ
ma conviction profonde, c'est que l'insulte n'est pas acceptable, si vous voulez. Elle ne peut pas rester impunie. Et c'est pour ça qu'à l'école également, j'y tiens. Cette ultra-violence, elle passe la porte de l'école. On a vu ce qui s'était passé à Sanaré-sur-Mer, cette éducatrice qui a été très violemment agressée au couteau, ce professeur, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui a été fait ? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce sur quoi on travaille évidemment, c'est d'abord la sécurisation de l'enceinte scolaire. Donc on fait des milliers de contrôles aux abords d'établissements. Enfin, je dis c'est les forces de police et de gendarmerie font des milliers de contrôles aux abords d'établissements. On a retrouvé des centaines d'armes blanches quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes qui se baladaient avec des armes blanches. Donc ça, on continue ça. Ça, c'est un traitement que je qualifie de symptomatique. C'est-à-dire qu'on essaye d'empêcher l'arrivée, si je puis dire, de l'outil violent. Mais au-delà de ça, on a un travail éducatif, et ça qui concerne toute la société, pas que l'école. Hein. L'école, elle est aussi l'émanation de la société, qui fait qu'il faut que collectivement, on retrouve une forme de civilité. Une civilité dans la relation entre les parents et leurs enfants, entre les enfants entre eux, entre les parents et l'institution. Il faut qu'on retrouve une forme de civilité collective. Mais comment on fait ? Parce qu'une fois qu'on a dit cela, vous citiez les parents, par exemple. Comment s'adresser, comment traiter cette question des parents ? Alors d'abord, je pense que vis-à-vis des jeunes, d'abord, il ne faut rien laisser passer. Ça ne veut pas forcément qu'il faut que la sanction soit élevée. Il faut qu'elle soit adaptée au niveau. Mais il ne faut rien laisser passer. La banalisation de l'insulte, y compris entre amis, c'est tout simplement anormal. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sanctionner les parents ? Non, mais il faut déjà que l'institution scolaire, d'ailleurs, moi c'est ce que je prends en tout cas, mais il faut qu'on sanctionne un peu systématiquement dans chaque établissement. Ça ne me passe pas. Et ensuite, il faut très clairement qu'on ait un travail, c'est tout le principe de la coéducation, c'est-à-dire qu'avec les parents, on travaille sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables. Et il faut aussi que certains parents, parce que l'immense majorité des parents, évidemment, travaillent dans le même sens, mais quand des parents sont manifestement défaillants et sont eux-mêmes violents avec l'institution, il faut pouvoir, là aussi, les sanctionner, les poursuivre. Moi, par exemple, vous voyez, typiquement, je porte plainte ou je déclenche la protection fonctionnelle à chaque fois qu'un agent d'éducation nationale est agressé physiquement ou verbalement. D'ailleurs, vous allez, je crois, mettre en place un décret. Mais alors là, il s'agit de la violence des parents vis-à-vis des enseignants. Elle existe vraiment, cette violence ? Elle est verbale, principalement, on imagine. Elle est physique aussi. Ah oui ? Parfois, oui, dans quel cas ? Elle est rare. Alors, d'abord, elle est statistiquement rare. Vous savez, nous, on forme ce qu'on appelle une communauté éducative. C'est-à-dire que les parents, les professeurs et les élèves, on forme une communauté. Il arrive que certains parents soient très violents vis-à-vis de cette communauté. Ils s'en prennent à d'autres parents, éventuellement ils s'en prennent aux enfants des autres, ils s'en prennent à l'institution, Mais etc. pour quel motif, quelle raison ? Pour des raisons... Alors généralement, c'est les disputes entre enfants qui rejaillissent sur le comportement des parents qui veulent faire justice eux-mêmes ou qui prétendent que l'institution n'a pas su mettre un terme aux disputes, etc., etc. Mais on peut avoir des comportements violents. Et effectivement, moi, ça fait plusieurs mois, indépendamment de toute actualité, que je travaille sur un décret qui a été présenté la semaine dernière au dialogue social et qui prévoit effectivement que lorsqu'un adulte fera peser une menace sur la sécurité, une menace grave sur la sécurité des personnels d'un établissement, eh bien, l'enfant sera changé d'établissement. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas s'en prendre à l'institution impunément, y compris quand on est parent. Un problème de punir l'enfant plutôt que le parent ? Non, alors d'abord, en l'éloignant de ses camarades, de son environnement scolaire ? Alors, il faut savoir que dans le premier degré, 30% des incidents graves, on a peu d'incidents graves, mais 30% d'incidents graves sont le fait de parents. 30% ? Oui, qui par conséquent font peser une menace sur les autres parents et dégradent le climat scolaire. Et ensuite, évidemment, l'enfant, lui, il sera évidemment accompagné et pris en charge. Enfin, il ne faut pas inverser l'ordre des valeurs, si vous voulez. On peut pas avoir il faut imaginer un professeur ou un directeur ou une directrice d'école qui revient le lundi matin, quand il s'est fait agresser verbalement ou bousculer ou molester, voire plus, par un parent d'élève vendredi soir. C'est juste pas possible. Où en est votre projet de liste noire après l'affaire Liana ? Il y a un projet de loi protection de l'enfance qui permettrait en cas de licenciement d'un éducateur ou d'un enseignant pour agression sexuelle ou pour signalement, eh bien, d'être inscrit dans un fichier qui serait consultable. Est-ce que ça va se mettre en œuvre rapidement ? Y a-t-il une majorité pour voter ça ? Alors, effectivement, donc la liste noire, d'abord, c'est un peu la même logique. Moi, si vous voulez, je considère que je suis là pour protéger les enfants et l'institution contre les agressions extérieures, contre les agressions intérieures, qui peuvent aussi arriver. Tout ça est statistiquement rare, mais on a un devoir de protection absolue. La liste noire, c'est effectivement un dispositif auquel je crois beaucoup, qui est, en 2 mots, mais c'est important de bien expliquer, oui, je vous en prie. De faire en sorte que lorsqu'une personne sera, pour faire simple, licenciée
soit de l'institution scolaire, soit d'un organisme périscolaire, donc par une municipalité, soit dans le cadre d'un club sportif, donc une personne qui s'occupe de mineurs qui aura été licenciée, elle aura, son nom sera inscrit dans une liste noire qui fait que chacun de ses employeurs pourra, au moment d'un entretien d'embauche, consulter cette liste et dire « Monsieur, Madame, ce n'est pas possible ». Donc c'est un fichier d'interdit d'école, pour être clair. Et donc, pour ça, il faut la loi. Donc c'est dans la loi protection des enfants qui est actuellement donc, en cours d'amélioration. Et qui sera, elle sera donc à l'agenda parlementaire, voilà. Elle sera à l'agenda parlementaire au mois de juillet. L'été. Elle sera au mois de juillet, tout à fait, à l'Assemblée nationale. Elle passera évidemment ensuite au Sénat. Je pense sur cette disposition, je pense vraiment qu'on aura une majorité parce que c'est une disposition qu'on a déjà vue dans une version qui va être améliorée, mais qu'on a aussi inscrite en parallèle pour qu'elle sorte le plus vite possible dans une autre proposition de loi sur la protection de l'enfance qui était une proposition de Mme Spilbou et sur laquelle elle a été votée, je crois, par quasiment tous les bancs. Ce qui permettra donc très rapidement de pouvoir sortir cette liste et de protéger nos enfants contre toute forme de prédation. Et surtout de prédateurs. Elle suffira, cette loi, ou bien est-ce qu'il n'y a pas plutôt la proposition de loi dite intégrale, qui est présentée, qui est signée en tout cas par plus de 110 députés, transpartisane, très appuyée par Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Mais on a l'impression que le gouvernement est moins pressé, n'est pas aussi intéressé par cette loi. Est-ce que selon vous, il faut vraiment que ce projet-là, il vienne à l'Assemblée, qu'il soit étudié dès la rentrée prochaine? Alors, on n'est pas moins pressé, puisqu'on a encore passé 2h30 ou 3h la semaine dernière avec les députés pour travailler dessus, et les sénateurs. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Quelles sont les espérances? Simplement, c'est une loi qui est assez abondante aujourd'hui, qui est en cours d'examen au Conseil d'État pour clarifier juridiquement, et notamment pour clarifier ce qui relève de ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, c'est le gouvernement, et ce qui relève de la loi. Tout simplement parce que le pouvoir réglementaire, ça peut aller plus vite. Donc, tout ce qui peut être fait plus vite, on le fait plus vite. Tout ce qui dépend de la loi, ce sera examiné, et effectivement dans un délai assez resserré, puisque l'idée c'est que le Conseil d'État statue dans les prochaines semaines, et derrière on enclenche la procédure parlementaire. On verra s'il y a une majorité pour cette interdiction d'école. Vous avez le sentiment que ça passera? Sur le fichier, écoutez, je pense quand même que, tout le monde, je crois, est d'accord pour dire que quand une personne a été licenciée en raison de son comportement avec les mineurs, elle ne peut pas remettre les pieds dans les murs de l'école. Vraiment tout le monde. Justement, c'est pas politicien, c'est pas, c'est nos enfants, quoi. Voilà. Où en sont les contrôles, notamment de l'enseignement privé sous contrat catholique après l'affaire Betaram? Les Français sont quand même saisis par la multiplication de ces scandales, le périscolaire à Paris, l'affaire Liana qui a été un choc pour toute la nation, et le rapport Betaram. Vous citiez Violette Spilbou, la députée qui a enquêté à l'Assemblée. Des contrôles ont été faits. Combien? Quel est le bilan? Alors, d'abord, effectivement, on est quand même confronté en France à une violence sexuelle sur mineurs qui n'est pas anecdotique. En moyenne, quand vous avez 5 à 7% des enfants victimes de violences sexuelles à 85% en salle familiale, ça veut dire que vous en avez 1 ou 2 par classe quand même. Oui. Donc vous rentrez dans une classe, ce chiffre que tout le monde reprend, de 3 élèves par classe dans une classe de 30 élèves. 3, oui, c'est ça. Mais c'est énorme. Mais c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est absolument considérable, et à 85% dans le cercle familial. Donc, donc c'est pas seulement à tel endroit ou à tel endroit ou chez les uns ou chez les autres. À tel point en France, c'est une espèce de, non pas de permissivité, mais de non-dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est très compliqué à analyser historiquement. C'est probablement pas qu'en France. Aujourd'hui, la parole se libère, ça c'est bon signe. Il y a eu des travaux de différentes commissions, vous savez, la CIAS puis la Civis, qui ont justement permis de mettre à jour cette situation. Enfin, on a quand même sur une situation qui est extrêmement grave. Et très transversale en fait. Donc c'est pas propre à un milieu, c'est pas propre à des institutions, c'est un peu partout. Et donc, sur l'enseignement catholique et les contrôles. Et ça, il faut le combattre avec énergie. Alors, pour l'enseignement catholique et les contrôles, effectivement, on a fait 1000 contrôles l'année dernière. Il y a 1400 contrôles qui sont en cours ou programmés cette année. Donc, on tient la cadence qu'on s'est fixée. Ces 1400 contrôles ont donné lieu à 6 articles 40. Donc, il y a eu 6 signalements à la justice liés à des comportements d'enseignants ou de personnel de ces établissements, donc sur les quelques maintenant 1500 contrôles qui ont été d'ores et déjà effectués. Et donc, il se déroule de manière maintenant assez classique et maîtrisée. On va s'arrêter là. Merci pour ce tour d'horizon. Merci à vous surtout. Voilà, la violence qui rattrape aussi l'école au-delà de l'épisode de calcul. Merci, Monsieur le Ministre. Édouard Geffray, merci.